Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. L'exploitation des carrières de Pozolan de Njombe-Pendja, refusée pour l'instant à la mairie de Njombe-Pendja, alors que celle-ci incombe à la collectivité territoriale suscitée, est venue mettre au goût du jour l'imbroglio dans l'application des textes de la loi portant Code général des collectivités territoriales, décentralisé, voté et promulgué en décembre 2019. Le patron de la décentralisation et du développement local pense que les acteurs de la décentralisation ne se sont pas encore véritablement approprié la loi pour en connaître le contenu ainsi que la manière de s'en servir. Georges Elanga Obama révèle également que la loi a prévu des textes d'application pour un certain nombre de matières. Et pour que tout cela se mette en place, il faut un certain temps, conclut-il. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Général de la décentralisation, la difficile interprétation. Pour en parler, nous avons invité ce soir en plateau Jean-Robert Wafo. Il est ministre dans le Shadow Cabinet SDF en charge de l'information et des médias, ancien maire adjoint SDF Douala 2e. À côté de lui, barrister Achou Julius, avocat au barreau du Cameroun, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et en face d'eux, il y a Dr Isaac Essam, enseignant de droit à l'université de Douala, sociopolitique et surtout ancien élève de la National School of Local Administration. Je commence par vous, Dr Essam. Vous avez suivi la sortie du ministre. Il dit que le véritable problème à l'heure actuelle, c'est que les acteurs de la décentralisation ne se sont pas encore véritablement appropriés cette loi. Bonsoir à tous et merci de l'invitation. Je suis enseignant de sciences politiques. Oui, sociopolitique. J'ai également fait du droit. Voilà, ce que le ministre dit est en partie vrai, puisqu'il y a des nouveaux, ceux qui arrivent, ou ceux qui sont là depuis des années, depuis la dernière mandature. Il y a quand même intégré un certain nombre de dispositions, surtout que la loi de 2019 n'est que la reprise à 80% des lois de 2004 qui existaient déjà. Donc pour les nouveaux acteurs qui arrivent là, effectivement, il faudrait qu'ils s'imprègnent véritablement de ce nouveau texte-là. Encore que la loi même prévoit qu'après les élections municipales, après qu'on ait élu les acteurs locaux, qu'ils puissent se former dans les 6 mois qui suivent, oui. dans ces 6 mois-là. Et donc, mais le ministre dit que la formation était prévue. C'est l'invité, entre guillemets, surprise, qui est coronavirus, qui est venu tout arrêter. Effectivement, tout cela avait été planifié. La crise sanitaire a peut-être remis cela à plus tard. Mais je crois que depuis pratiquement 3 semaines, il y a des maires qui sont déjà en train de s'organiser avec leurs collaborateurs pour aller suivre les formations dans ce sens-là. Donc je pense que d'ici là, bon nombre de ces maires-là prendront connaissance des précisions de ces textes. Parce qu'on peut avoir le texte et ne pas le comprendre. Et d'ailleurs, votre thématique est bien formulée sur l'interprétation qu'on peut en faire. Donc il faut apporter des précisions à ces acteurs du processus pour qu'ils puissent mieux s'en servir sur le terrain. Voilà. Jean-Robert Wafo, vous m'avez dit que vous avez apporté votre soutien au maire de Njombe-Pendja dans cette affaire par rapport à l'exploitation des carrières de la Pozolan de Njombe-Pendja. Tout à fait. Je le soutiens à 100% dans ce combat. Oui. Parce que voyez-vous, il faut que l'administration de Yaoundé arrête parfois. Parce que ce qui se passe là à Njombe-Pendja est la preuve vivante
de ce que la décentralisation, qui était pratiquement monnaie, est en train de s'effacer. Parce qu'à Djombe Penja, voyez-vous, quand le maire Paul-Éric Kingué dit la gestion des carrières m'incombe, il a raison. Il a raison pourquoi? Parce que l'administration ne dit pas qu'il a tort. Mais non, il faut le texte d'application. Ce que je vais poser comme question, oui. Dans le Code général de la décentralisation, il y a un certain nombre de compétences qui ont été transférées aux collectivités territoriales décentralisées. Pourquoi on choisit uniquement cette compétence-là? C'est-à-dire, à savoir... ressources minières. Oui, que la commune, entre autres compétences, il y a l'exploitation des substances minérales non concessibles. Pourquoi c'est uniquement cette compétence-là qu'on vient tirer? Pourquoi on vient uniquement prendre ça pour mettre en exergue? Mais je me pose cette question. Manifestement parce que ça rapporte des milliards de francs CFA. Il ne faut pas tromper les Camerounais. C'est si simple que ça. Parce que l'article 156.6 du Code général de la décentralisation est clair en matière de compétences transférées, comme il y a l'exploitation des substances minérales non concessibles. Non accessible. Non concessible. C'est non concessible. Et je le dis avec autorité, vous pouvez vérifier. L'exploitation des substances minérales non concessibles. Concessible. C'est non concessible. C'est-à-dire que les substances minérales non concessibles, c'est les produits de carrière. Oui. C'est le sable, c'est le gravier, c'est la pouselande. Bon voilà. Et il y a également, il peut y avoir, s'il y a par exemple le phosphate ou bien le nitrate, on peut exploiter ça au stade rudimentaire, mais pas que vous allez venir marcher. Et comme substance concessible, il y a également il y a le kaolin par exemple, qui est une substance non concessible. Alors, on se pose bien la question de savoir pourquoi le même ministre ne va pas interdire qu'on exploite les carrières, je veux dire le sable d'Obala. Parce que c'est une substance minérale non concessible. Partout où on exploite le sable là, pourquoi il ne va pas intervenir là-bas? C'est une substance minérale non concessible. En réalité, c'est une affaire de mafia. Il faut le dire aux Camerounais aussi simplement. C'est-à-dire, c'est une affaire de mafia. Quand on dit il faut attendre le cahier de charge, il faut ceci, machin, mais est-ce que c'est le ministre qui détermine le cahier de charge d'une collectivité territoriale décentralisée? Non, pas du tout. Parce que quand on vote un budget, il y a ce qu'on appelle le plan de campagne qui est validé par l'ensemble du conseil. Et dans le plan de campagne, il y a justement ce qui peut être contenu dans un cahier de charge. Il y a par exemple l'aménagement des voies en terre qui est par ailleurs financé par le ministère, je crois c'est des travaux publics, parce que les mairies perçoivent, je crois c'est donc une certaine dotation annuelle. Chaque mairie perçoit cela. Il y a par exemple la construction des salles de classe. Pourquoi est-ce que quand on veut construire une salle de classe, pourquoi? Je prends l'exemple du coronavirus. Le ministère de la Santé s'est rapproché, n'est-ce pas, des mairies, Pourquoi on n'a pas dit aux mairies, attendez d'abord que le décret d'application du Code général de la décentralisation soit signé? Monsieur Serge Anoutou, pourquoi, quand on est passé des communautés urbaines aux mairies de ville, alors que tout ça est contenu dans le Code général de la décentralisation, pourquoi n'avoir pas attendu le décret d'application? Parce que tel que ça va là, je vais vous dire une chose. Un citoyen, c'est-à-dire donner raison au ministre, c'est donner raison à un citoyen qui peut se lever demain matin et attaquer tous les actes qui ont été pris au niveau des mairies de ville, parce qu'il n'y a pas encore de décret d'application. Il faut faire très attention. Les mafias ne doivent pas enrhumer les cerveaux, n'est-ce pas, de ceux qui ont la décision à Yaoundé. Okay. Et puis je vais dire, tout se passe comme si les gens ont décidé, n'est-ce pas, de plomber cette décentralisation. L'État jacobin, c'est fini. L'esprit de la décentralisation, c'est quoi? C'est de transférer les ressources, transférer les compétences, ainsi que les ressources qui suivent. Alors, à partir du moment où on est dans un jacobinisme terrifiant, parce qu'il faut le dire ainsi. Alors, vous voulez que maintenant les maires servent à quoi? Les maires ne servent à rien. Et puis, quand on regarde bien, le ministre a parlé, n'est-ce pas, du code minier. Je veux bien dire une chose, le code minier date de 2016. Le code minier date de 2016. Et dans ce code minier, on définit bien ce qu'on appelle exploitation. C'est l'ensemble des travaux, de transport, de commercialisation, et puis c'est ça qu'on appelle
effectivement exploitation. Alors, et le code minier date de 2016. Or, il y a un autre code, le code général de la décentralisation, qui date de 2019, qui a été promulgué par le président de la République. Je dis de la République, le président. Alors, dans ce code, il est mentionné, je crois que c'est l'article 500, que la présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires. C'est écrit. Donc si avant c'était si, maintenant ce n'est plus ça. C'est les maires, de par la compétence qui gèrent, de par les compétences transférées, qui gèrent les ressources minières non concessibles. Et puis j'ai entendu des gens, vraiment, je me pose la question de savoir si auprès du président de la République lui-même, il n'y a pas des gens qui s'attellent à ce qu'il est, donc à ce que rien ne bouge, voilà, même quand il donne le là. Voilà, et je vais revenir profondément dessus. Oui, on va d'abord accueillir Edmond Kouyaté. Je sais que le maire, le barista Achou a beaucoup de choses à dire. Il n'était pas d'accord avec le maire Wafo. Voilà, Edmond Kouyaté, pour vous, qu'est-ce qui fait problème? Vous avez suivi cette actualité. Djombe Penja, le ministre de la décentralisation et développement local, qui fait une sortie, il dit que beaucoup d'acteurs ne se sont pas encore véritablement appropriés ces textes de loi. Bonsoir Serge Arlin, oui. Bonsoir à tous les autres copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox. Serge Arlin, en ce qui concerne la problématique de la décentralisation, il faut commencer par définir les concepts de manière simple. La décentralisation suppose une politique de transfert de compétences et de compétences et de ressources, n'est-ce pas, du centre vers la périphérie. Et comme périphérie, ici, nous entendons pour la plupart les communes d'arrondissement, en attendant la mise en place, n'est-ce pas, des régions. Je crois que ça va se faire d'un moment à l'autre, et les communes de ville pour les mairies de ville, comme on les appelle désormais. Alors, cela suppose tout simplement que on devrait transférer les moyens, on devrait transférer les ressources, n'est-ce pas, vers les communes d'arrondissement. Alors, la question qu'il faut se poser ici, ce n'est pas une question d'interprétation de loi. Pourquoi? Parce que lorsque les lois sont clairement conçues, elles s'énoncent. Normalement, elles se pratiquent aisément et s'interprètent sans problème. Mais ici, il faut interroger la bonne foi, la volonté politique d'un certain nombre d'acteurs au niveau de l'appareil central à vouloir véritablement à ce que cette décentralisation se mette en place. Et je crois que la bataille tourne pour la plupart autour de la gestion des moyens. Je crois que c'est de ça dont il est question. Il faut le dire clairement, il y a comme une volonté de la part de certains acteurs au niveau central à ne pas voir les ressources ou alors les moyens échapper à leur contrôle. C'est pour ça que je pourrais, dans une moindre mesure, être d'accord avec Robert pour dire qu'il y a désormais comme une sorte d'opacité et qui traduirait une sorte de mafia, parce que d'un coup, on va vous opposer le fait qu'il n'y a pas de décret d'application. Et de l'autre, on se rend compte que les choses se mettent en place sans attente des décrets d'application. Il a cité un bon exemple la mise en place des mairies de ville. Nous tous, nous étions un peu interloqués par le fait que cela se mette en place tout de suite, sans qu'il y ait de décret d'application. Alors, pourquoi dans certains cas, on va vous opposer le fait qu'il faille attendre le décret d'application? Et donc, j'ai dit, y a-t-il une volonté réelle dans ce pays de faire en sorte que nous allions vers la décentralisation et vers la totale décentralisation? C'est une question qui se pose et ma foi, on pourrait être tenté de répondre par la négative. Du moins, certains acteurs font en sorte que cela ne se mette pas en place. Il faut le dire, le jacobinisme est un peu ancré, n'est-ce pas, dans nos... c'est un peu consubstantiel à notre système. C'est-à-dire que personne ne veut lâcher du lest. La bataille se trouve au niveau de la gestion des moyens. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas perdre leurs privilèges. Les gens ne veulent pas perdre, les supports qu'ils ont pour pouvoir se remplir les poches. C'est de ça dont il est question. Sinon, je ne comprendrais pas pourquoi on interdirait aux maires
de Njombe Pedja, n'est-ce pas, d'avoir contrôle sur la carrière de Pozzolan qui est là-bas, alors que par ailleurs, Jean-Robert le mentionnait, les carrières de sable, voilà, les carrières à Ebebda, c'est pas seulement Ebebda, il n'y a pas qu'Ebebda, il y a Obala, j'en connais plusieurs. Même à Douala ici. Voilà, j'en connais plusieurs, et même ici. Terminus à Aquanor, il y a les carrières de sable qui, n'est-ce pas, ont fait une extraction de sable là-bas sans problème, sans que cela ne gêne personne et sans que jamais on oppose aux exploitants le fait qu'il faille attendre un décret d'application. Et donc ça pose problème. On pourrait se dire pourquoi ces 2 poids, 2 mesures. La loi parlait bien, n'est-ce pas, comment vous appelez ça? Substances non concessibles. Ça veut dire qu'il ne fait pas l'objet de concessions obligatoires, parce que quand il faut passer par des substances concessibles, ça veut dire qu'il y a toute une autre procédure. Il faille passer, n'est-ce pas, déjà par le ministère des Mines, ensuite attendre que le président signe un décret d'exploration, pour donner un permis d'exploration, un permis d'exploitation. Donc c'est un peu beaucoup plus compliqué. Mais pour des substances minérales non concessibles comme le sable, il parlait tantôt du kaolin, l'argile, les terres argileuses et tout cela. Franchement, demander qu'on aille attendre un décret d'application d'un président de la République pour exploiter le kaolin, le sable et autres, cela traduit, n'est-ce pas, une volonté de faire main basse sur certaines ressources qui, par ailleurs, ces ressources, n'est-ce pas, de beaucoup de rente pour certaines personnes au plus haut niveau. Et donc, je pense que ce mélodrame-là devrait prendre fin. On devrait permettre à ces maires-là, comme tous les autres, n'est-ce pas, d'avoir accès à cette ressource-là pour gérer sa mairie. Voilà, justement, Barista Achou, comment comprendre, hein? On reste sur ces 2 tableaux. Il y a Njombe Pedja, le sable, kaolin, comme ils ont dit. Pourquoi ces 2 poids, 2 mesures? Comment comprendre ça? Qu'est-ce qu'il y a en Njombe Pedja pourquoi il faut attendre? Il y a des poids, des mesures. Et je crois que le ministre a raison. On attend, c'est pas le décret d'application. Oui. C'est qu'en matière minière, il y a plusieurs qualités de gestion, en amont et en aval. Dans le code, on n'a pas précisé. On a parlé seulement de gestion. C'est en amont ou en aval. Le maire doit intervenir à quel niveau et par quel moyen. Donc c'est de ça que le ministre parle. Que vraiment, cher ami, les Camerounais ou monsieur le maire, il y a certains secteurs qui sont un peu spéciaux, de telle sorte que il faut qu'on prenne des mesures appropriées pour le pratiquer, n'est-ce pas, dans les normes, n'est-ce pas, qui peuvent être acceptées par tout le monde. Peut-être le maire a raison de vouloir s'accaparer des ressources minières, mais il se pose un problème, comme je vous ai dit. Et si c'est à lui de donner le permis d'exploitation, et si c'est à lui de le gérer, et si c'est à lui de gérer les ressources qui viennent, et si c'est à lui de gérer le transport, n'est-ce pas, de ces produits. Bon, bref, c'est dans ces confusions que je pense que le ministre veut à tout prix mettre un peu de l'ordre. Moi, j'ai toujours été parmi ceux qui ont dit, il se pose un problème au Cameroun, on fait sortir des textes, n'est-ce pas, sans décret d'application, et ça crée problème sur le terrain. Surtout nous, les pratiquants. Tantôt, on peut dire que le maire a raison, le maire de Njombe a raison. Tantôt, on peut regarder, en regardant plus clair, on constate qu'il y a également un problème. Quand on dit gestion, ça veut dire que quoi? Vous savez, en matière, comme là, le pétrole, par exemple, il y a ceux qui font seulement l'exploitation, il y a ceux qui sont vraiment la gestion, et il y a ceux qui sont seulement la distribution. Donc, il y a en amont et en aval. Donc, nous sommes en matière minière, donc ça va être peut-être la même chose, Il faut que on attende ces décrets d'application. Le seul problème qu'on peut concéder à ceux qui ne sont pas d'accord avec le ministre, le fait que, en principe, lorsqu'on fait sortir les textes, on devait en même temps préparer ces décrets, les offres applicables au même moment. Bon, il y a eu des lenteurs à cause du Covid, nous tous nous comprenons, mais... Non, le Covid c'est arrivé au mois de mars, le texte il est sorti en décembre 2019. Oui, mais d'accord, mais vous convenez avec moi que ce n'est pas tout le monde qui avait le courage de sortir pour aller travailler pendant une certaine période. Certains bureaux étaient vides. Non, Barista, je dis que le Covid est arrivé en mars.
D'accord, oui. Le texte a été promulgué Au mois de décembre 2019. D'accord, Il y a quand même 3 mois. J'ai d'abord dit que c'est normal que le texte sorte au même moment que c'est le code. Ça devait sortir au même moment. Mais je constate que c'est à cause de Covid qu'il y a eu beaucoup de délais. Jusqu'à présent, il n'y a pas de région, par exemple. Et tout le temps, j'ai écouté parler de jacobinisme. Oui. Ce n'est pas ça. Quand vous regardez ce que vous dites, les jacobins, ce sont de qui? Ce sont des gens, n'est-ce pas, des Maximilien Robespierre, qui tenaient des réunions, n'est-ce pas, dans la rue Saint-Jacques, dans la salle, n'est-ce pas, des Dominicains, pour enlever le Louis XIV, Louis XVI. Donc, c'est les gens qui ont préparé une révolution pour sauter et faire sauter le régime en place, qui sont des jacobins. Mais je suis aujourd'hui que tout le monde, les juristes, parle de l'inverse. Qui est un jacobin? C'est ceux qui vont faire sauter le régime en place. C'est pas le régime. Il faut aller lire les livres de l'histoire. Il ne faut pas tromper la population. Les jacobins sont ceux qui veulent déloger le régime. Entre nous, qui veut déloger le régime? On les connaît. Donc, on ne peut pas traiter un régime jacobin alors qu'ils sont là, ils attendent les jacobins qui vont venir. Non, il ne faut pas renverser l'ordre des choses. Ok. Et finalement, donc pour vous, le jacobinisme, c'est... Quand vous parlez, je parlais, monsieur. Non, moi, je sais pas. Vous êtes devenu... Non, j'aimerais bien sa place. Non, je suis panéliste. Vous voulez prendre sa place? J'aimerais bien comprendre. Le jacobinisme, alors, c'est quoi pour vous? Vous êtes là pour édifier la population. Ne me posez pas les questions. Attendez, parce que... Si vous voulez, ce spectateur, rentre chez vous et restez devant votre télévision. Vous avez l'occasion, n'est-ce pas, de poser des questions. Ne vous sur. Non. Je voulais juste savoir comment vous avez défini. Non. Il faut qu'on essaye de rectifier ça parce que j'ai beaucoup entendu parler de ça. J'ai fait l'histoire de l'Europe, n'est-ce pas, depuis l'école secondaire, je sais de quoi je parle. Donc pour vous, les jacobinisme, c'est ceux qui voulaient renverser l'État central. Oui, bien sûr. C'était ça le but de Maximilien Robespierre, avec son groupe. Vraiment, ce qu'on n'a pas lu. La convention qu'ils ont eue, n'est-ce pas, dans la salle dominicaine, n'est-ce pas, en France, sur la rue Saint-Jacques. Parce que ça vient de ces rues-là, Saint-Jacques. Le jacobin vient de Saint-Jacques. Et ils étaient là, n'est-ce pas, pour déloger Louis XVI, le roi de France. Il faut qu'on change les choses, il faut qu'on trompe les gens. Et on dit la vérité. Tout le monde peut aller vérifier. Ok, merci. Dr Isaac Essam, en tant qu'ancien élève de la National School of Local Administration, la décentralisation, ceux qui vous côtoient, vous lisent tous les jours, vous dites qu'en 6 mois, vous êtes, si on vous donne les moyens, vous êtes capable de l'implémenter véritablement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait problème? Il a dit, Edmond Kouyaté, également le maire Wafo, Yaoundé ne veut pas lâcher du lest. C'est ça le problème de la décentralisation aujourd'hui? Véritable problème? Disons que, entre autres, on peut le voir, ça dépend de la position où on se trouve. Pour le dire, il y a aussi des dispositions qui montrent quand même que les choses marchent à pas de tortue. Mais par ailleurs, il y a des choses qui sont faites sur le terrain qui indiquent bien que la décentralisation en marche. Oui, en marche. Parlant par exemple de la fonction publique territoriale, ces jours-ci, le ministre est en train de discuter avec les autres acteurs, comment voir pour trouver le contenu de cela. Donc il y a des actes qui sont posés, mais disons que fondamentalement, on ne voit pas les choses avancer au rythme où on le souhaiterait. Et donc moi je l'ai souvent dit en 6 mois, si les autorités nous font confiance, puisqu'on a été formés pour ça. Et ce sont les mêmes autorités qui nous ont formés. Donc je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est l'État du Cameroun qui a décidé former du personnel d'appoint pour accompagner la mise en œuvre effective de la décentralisation et même assurer le développement local. Vous savez également que partout où il y a les ressources financières, il y a également un problème de contrôle de ces ressources financières-là. Donc ça peut justifier ce qui se passe en Djombe Pendia, parce que lorsqu'on fait la lecture du texte, je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas refaire les textes, je ne suis pas législateur sur les substances minérales non concessibles, mais vous vous êtes rendu compte que c'est en train de devenir inaccessible, tel que je l'indiquais. Le ministre est resté dans le cadre
ancien qui consistait à faire quoi? Quand vous êtes dans la loi, par exemple, de 96 sur l'environnement, vous revenez aux lois de 2004, celle qui fixe les règles applicables aux communes, article 156, celle qui fixe les règles applicables aux régions, article 99, on vous indique que les modalités d'application de ces lois-là seront fixées par un texte réglementaire. C'est dans ce sens. Surtout que l'exploitation des substances minérales non concessives, vous voyez que c'est une nouvelle compétence qu'on a insérée là dans le domaine économique. Oui. Vous regardez cette disposition. Et donc, là, ça pose un problème. Est-ce qu'il faut considérer l'ancien régime qui indiquait que quand on prend une loi, il faut un décret du Premier ministre qui indique les modalités d'application et qu'on en arrive à un arrêté du ministre concerné par les compétences qui va également indiquer les modalités techniques d'application de ces compétences transférées. C'est ce que le ministre dit. Hein? Effectivement, les cahiers de charges. Donc, en fait, c'est ça le problème. Maintenant, si on considère que la nouvelle loi n'a pas expressément renvoyé à un texte réglementaire, vous comprenez que dès cet instant, c'est le maire qui est dans son droit. Parce qu'en fait, c'est ça. Soit vous considérez que on est dans les anciennes façons de faire et il faut donc attendre pas le décret d'application de la loi. Ça, on a traversé. La loi de 2019 est déjà applicable. Ce n'est pas son décret d'application qu'on attend. Par contre, on peut attendre le décret qui précise les modalités d'exercice des compétences transférées, tout comme les arrêtés qui vont accompagner, comme c'était déjà le cas pour la loi de 96. C'est en 2012 qu'on a eu le décret du Premier ministre et l'arrêté du ministre. Pour les lois de 2004, il y a eu un décret d'application de ces lois même en 2006, mais les décrets d'application des compétences transférées dans leur exercice, c'était en partir de 2010. Et les arrêtés ont suivi. Donc, de ce point de vue, le ministre peut avoir raison, à condition qu'on trouve la référence qui indique que la nouvelle loi renvoie dans l'exercice de ces compétences-là au texte réglementaire. Tant qu'il n'y a pas cela, le maire aura raison dans la mesure où la nouvelle loi, je l'ai regardée, elle ne renvoie pas, en ce qui concerne l'exercice des compétences, à un texte réglementaire. Par contre, il y a d'autres dispositions qui renvoient à l'attente des textes réglementaires. Exemple, l'article 3, qui parle de la spécificité du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, le contenu de cette spécificité renvoie au texte réglementaire. Là-bas, on devrait attendre. Donc, l'interprétation, vous voyez que c'est en fonction des enjeux qui sont là. C'est en fonction du contrôle des ressources. C'est en fonction peut-être aussi de moyens de mise en œuvre. Parce que moi, je vois de la part du gouvernement une certaine prudence. Ça veut dire que partout où il y a des fonds, on craint des choses. Donc la prudence fait en sorte que on essaye de réfléchir comment faire pour retarder un peu. Et de l'autre côté, il y a un besoin évident et qu'il y a du développement local. Et donc, si les compétences ont été transférées, et bien que ces compétences soient exercées, surtout que dans le nouveau texte, on dit ceci, lorsque les compétences transférées sont exercées de manière exclusive, alors qu'avant c'était de manière concurrente, c'est-à-dire que l'État pouvait faire et les collectivités pouvaient aussi. Or, aujourd'hui, les compétences qui ont été c'est le principe de la concomitance. Effectivement, là-bas, ce sont les CTD qui doivent le faire. Donc, qu'on fasse confiance aux acteurs du processus de décentralisation, qu'on fasse confiance à l'idée de développement et d'amélioration des conditions de vie, je pense que ça va aller. Maintenant, regardons aussi le sérieux des acteurs, parce que la peur est des deux côtés. Voilà justement, Jean-Robert Wafo, comment arbitrer dans ça? Il dit que d'un côté, l'État
devait quand même avoir un œil, parce qu'il y a beaucoup de ressources là-bas, il y a de la richesse, et de l'autre côté, il y a la pression, le développement local. D'abord, j'aimerais préciser une chose, pour que les enfants ne s'égarent pas, surtout à l'école. Le jacobinisme, c'est le centralisme. Donc, il ne faut pas que les enfants qui iront faire les examens demain puissent se tromper. Il faut qu'on soit clair là. Clair, c'est le centralisme. Quand on parle de l'État jacobin, c'est cet État qui centralise tout sur lui. Non, vous avez raison. Bon, d'accord. Okay. Et c'est opposé aux Girondins. Voilà. Il y avait les Jacobins et il y avait les Girondins. Bon, ça c'est un sujet très important. Non, il ne faudrait pas tromper les... On a dénaturé. Non, vous n'allez pas... Pas regarder dans l'histoire. Non, vous n'êtes pas... Non, il y a eu un problème entre l'interprétation d'un groupe d'individus qui se comportent d'une certaine façon. Voilà, justement, je crois que c'était ça. Il ne faut pas confondre jacobinisme et girondinisme. Oui, Jean-Robert Wafo, comment donc mettre... Donc, tout ça. Je veux dire quoi? L'État n'a-t-il pas raison de... Connaissant les acteurs? J'ai retenu une chose, ce que le docteur Essamé a dit et ce que Edmond Katé a dit. Vous avez prononcé un segment de phrase. Contrôle des ressources. Oui. Mais je vais ajouter contrôle des ressources non déclarées. C'est de ça qu'il est question. Parce que voyez-vous, quand on me pose, je vais poser une question simple, je vais terre à terre, hein, avant que le maire Paul King ne réclame cela, la gestion, encore que je dis, il a raison, ça, il faut le préciser, si ça il n'y a même pas d'ambiguïté dessus. Pourquoi on n'a pas opposé ce décret d'application à ceux qui exploitaient avant? Pourtant, c'était des particuliers. Je dis des particuliers. Exploite sans décret d'application. Quand maintenant la loi dit c'est les communes, on dit il faut le décret d'application. Vous ne trouvez pas que c'est des mafias qui ont peur que les rentes là qu'ils tiraient de cette exploitation leur échappent? C'est simplement cela. Mais attention, cette compétence-là n'était pas encore reconnue aux communes avant la loi. Mais écoutez, c'est reconnu à qui j'ai entendu le maire Paul King dire qu'il y en avait que parmi les exploitants, un seul avait le permis d'exploiter. Qui avait été donné. Un seul, mais d'autres n'en avaient pas. C'est le préfet qui signait. Vous voyez donc que c'est l'État qui avait cette compétence. Est-ce que le préfet a compétence pour signer un permis d'exploitation? Non. Il n'en a pas, mais j'ai dit que cette compétence revenait à l'État. Est-ce qu'il n'y a pas un ministère des Mines? C'est avec le dernier, donc c'est après le Code général de la décentralisation qu'on a créé. Non, là-bas, il faut la transparence. Non, mais moi, je veux être terre à terre. Le problème, c'est la gestion. Non, je vais terre à terre. Pour que les téléspectateurs nous comprennent bien. Est-ce que avant, quand le préfet signait, est-ce qu'il n'y avait pas un ministère des Mines? Il y avait un ministère des Mines. Depuis 2016, il y avait le code minier. Personne n'a trouvé à dire que bon, le permis d'exploitation, le décret, personne. Parce que les mafias s'étaient arrangés pour positionner les leurs là-bas et puis il y avait des rentes qui leur retournaient. C'est de ça qu'il est question, il faut le dire aux Camerounais. On ne peut pas privilégier, on peut laisser un particulier exploiter des produits de carrière et refuser un collectivité territoriale qui a des charges vis-à-vis de la population, qui a des charges multiples du fait des compétences qui sont transférées. Ouais, c'est-à-dire, ça paraît, c'est-à-dire, même celui qui est au cours préparatoire va comprendre que ce n'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui flanche. Et s'il est un peu éveillé, il va comprendre que, mais tiens, c'est le partage du gombo, comme on dit au Cameroun. Permettez-moi d'être terre à terre. Est-ce que je vais dire? C'est quoi? C'est que les gens gagneraient à lire parfois des textes. Prenez l'article 2 de la loi portant urbanisme au Cameroun. Le territoire national, c'est-à-dire qu'il appartient à la nation. L'État et les collectivités territoriales décentralisées en sont les garants et les propriétaires, c'est-à-dire et les gestionnaires. Donc l'État et les collectivités sont co-garants, sont co-gestionnaires. Ça ne dit rien aux gens. Ça ne dit absolument rien aux gens. On parlait du code, on parlait du décret d'application. C'est un code.
On va dire loi portant code. On dit loi parce que c'est le Parlement qui a donc voté. Toute loi doit être votée par le Parlement. C'est d'abord un code. C'est également un code. Est-ce que quand, à la suite de la loi des finances, quand on rend public le code général des impôts, est-ce qu'on attend encore un décret d'application? Tout au plus, il y a des circulaires qui peuvent venir préciser la nature de certains articles qui portent à interprétation. C'est tout. Et puis, il faut que Yaoundé applique la décentralisation. Ça ne va pas. Je vais vous prendre des chiffres simples pour que les Camerounais comprennent. Est-ce que vous savez que sur 1 million de francs CFA, quand on prend les prélèvements obligatoires au niveau du territoire national, sur 1 million de francs CFA que l'État dans son ensemble collecte, Yaoundé ainsi que les services déconcentrés perçoivent concentre sur eux seuls 855 000 francs contre 91 000 aux 360 communes et aux 14 communautés urbaines. Est-ce que vous savez que les derniers chiffres du ministère de la décentralisation à l'époque du ministre René Emmanuel Sadi, donc il avait tenu un point de presse, c'était le bilan de la période 2010-2015, et je crois que ça a même chuté. Quand on prend les impôts soumis à péréquation, quand on prend la dotation générale de la décentralisation, quand on prend les crédits transférés par l'État aux communes venant des ministères qui ont des sectoriels, ça ne représente que 3% du volume global des recettes. 3%. Plus précisément 3,4%. J'ai dit 3,4%. C'est la raison pour laquelle il y a eu une bataille, n'est-ce pas, quand il s'est agi de mettre sur pied le code général de la décentralisation. On a dit qu'il faut passer à 15%. Le SDF, d'abord, nous, c'était le fédéralisme. Et puis, comme on a dit celui-là, que bon, en attendant, on ne sait jamais, puisqu'on nous impose la décentralisation, on a dit qu'il faut un minimum de 25% de ressources transférées et que ce soit constitutionnalisé. Constitutionnalisé pourquoi? Parce que si l'État, lors de la loi des règlements, parce que quand on adopte la loi des finances, il y a la loi des finances de l'exercice N+1, dans l'exercice qui suit, et la loi de règlement de l'exercice N-1. Comme par exemple en 2020, là, en octobre, il y aura la loi des règlements de l'exercice 2019 qu'on va soumettre au Parlement. Mais pourtant, ils vont voter la loi des finances de l'exercice 2021. On a demandé qu'on constitutionnalise. Pourquoi? Parce que quand l'État central, je ne vais pas prononcer, va donc soumettre la loi des règlements qui est un État récapitulatif des recettes et des dépenses, si les députés se rendent compte que tiens, ce qu'ils ont dépensé, ça n'atteint pas 15%, ils saisissent le Conseil constitutionnel. Ils disent attention, cette disposition est constitutionnalisée, ils ne sont pas 15% et le Conseil constitutionnel va donc agir ou sévir. Donc, je dis, ce qui se passe à Djombe Penja, je vais dire, sur un plan purement politique, la sécession est à proscrire. Ça, je suis un républicain dans l'âme. C'est à proscrire. L'État du Cameroun doit être un et indivisible. Et j'ajoute fédéraliste. Elle est donc à proscrire. Mais ce qui se passe à Djombe Penja, nos compatriotes qui veulent diviser le Cameroun, au motif que on ne peut rien attendre, n'est-ce pas, de l'État jacobin, tout est concentré à Yaoundé, sont en train de guetter ce qui est donc l'issue de Djombe Penja, des carrières de Djombe Penja. Si, dans l'urgence, on ne dit pas, on ne restitue pas les carrières de Djombe Penja à Paul Eking, alors là, il prendra ça comme prétexte pour dire au reste des francophones que mais vous nous parlez de quoi? Vous parlez de ce que vous-même, vous n'appliquez pas entre vous-même, ce qui est couché, ce qui est écrit, vous n'arrivez pas à respecter ça entre vous. Ne venez plus nous parler, on ne peut pas leur faire confiance. Donc, c'est la dimension politique que Yaoundé se doit d'examiner. Et c'est la raison pour laquelle je dis, j'exhorte. Parce que je veux un Cameroun un et indivisible. J'exhorte le Premier ministre, chef du gouvernement, à
reprendre la décentralisation en main. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous regardez le message fax, du ministre de la décentralisation, il parle des produits de carrière. D'abord, c'est une faute. Ce n'est pas lui qui doit en parler, parce que la gestion des carrières incombe généralement à deux ministères. Il y a le ministère de la décentralisation, parce que c'est les collectivités dont tu dois décentraliser. Il y a également le ministère des mines, parce que c'est un produit de carrière. Alors, celui qui, logiquement, sur le plan administratif, aurait dû faire des précisions, ça va être le Premier ministre, parce qu'à partir du moment où deux sectoriels, c'est-à-dire que sont concernés par un problème, c'est le Premier ministre qui vient trancher. Okay. En vertu de la notion du sacro-saint principe administratif du respect de la compétence sectorielle. Vous ne pouvez pas aller intervenir dans un autre ministère. Les produits de carrière donc résultent également du ministère des Mines. Okay. Mais le ministre de la décentralisation, c'est le ministre des Belles, s'est empressé pour marcher. Pourquoi? Parce que il y a des rentes. Il faut le dire aux Camerounais. Et c'est la raison pour laquelle je dis ceci. La décentralisation est en train d'être observée. Ok. Je dis, c'est avant tout, vous êtes une émission Equinox soit extrêmement suivie. Il faudra surtout à Signor Barista de rebondir sur ce volet politique que vous avez ouvert. Est-ce que vous pensez, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, Jean-Robert Wafo, qu'on observe ce qui pourrait sortir de, on va dire, l'affaire Njombe Penja? Non, il va avoir des conséquences politiques. Je constate que SDF peut politiser cette affaire et faire l'allusion, n'est-ce pas, à la sécession. En même temps qu'il veut le fédéralisme, il soutient les gens. Oh, mais tu l'as arrêté quand même. J'ai bien précisé que la sécession est à proscrire et que je suis un républicain. Vous avez parlé, non, mais il ne faut pas déformer mes propos quand même. Permettez à Signor Barista. Mais quand il n'a pas d'argument, qui se cesse. Écoute-moi aussi. Vous n'avez pas de courage. Quand vous dites que la diplomatie et la sécession. Écoutez-moi aussi. Souffrez, écoutez-moi. Vraiment, ne parle pas comme nous sommes. Mais ne mentez pas. J'ai menti. Oui, vous n'avez pas dit que les sécessionnistes sont en train de regarder ce qui se passe. Mais oui, je suis prudent. Donc vous êtes en train de mettre des idées. Je suis prudent. Mais écoutez, vous savez, Barista. Oh là là. Seulement, il faut permettre à Barista de parler aussi. Quand vous parlez, je n'ai rien dit. Allez-y donc, Signor Barista. Mais puisque vous êtes en train de parler pour ne rien dire. Vous avez le sabi tout, vous connaissez tout, vous êtes le plus puissant. Alors que vous ne pouvez même pas gagner une petite élection ici à Douala. Laisse tomber cette histoire-là, ne parle pas, ne dis pas de quoi. Vous êtes candidat. Vous avez dit que je ne parle rien, je ne dis rien. Moi, vous ne pouvez pas vous tromper les cas. J'ai dit ceci, je suis contre la sécession. Et vous ne pouvez jamais gagner. C'est à cause de ces gens d'attitude. Vous êtes très mal élevé. C'est à cause de ces gens d'attitude. Quelqu'un parle, vous le regardez, l'interrompre, juste à insister. Il faut d'attendre et d'écouter aussi. Vous vous décrivez si bien. Hein? Ah, bon. Hein. Oh. Dans tous les cas, je ne suis pas dans le SDF. Merci, cher monsieur. Je ne suis pas dans le SDF. Signor Barista, allez-y. Moi, je constate que le SDF veut politiser une affaire qui est plus juridique et factuelle. Tout le monde a esquivé ce mot gestion. Dans le texte, on a parlé de la gestion. J'ai posé la question à savoir, en amont ou en aval? Personne ne répond, personne ne dit rien. C'est qu'en matière minière, il y a la gestion en amont ou en aval. Il y a même les intermédiaires, la gestion intermédiaire, ainsi de suite. Lorsque vous ne connaissez pas, il faut demander aux gens qui connaissent. Et moi, je pense que c'est là où se trouve le problème. Qui doit gérer quoi? Et c'est ça que le ministre a bien dit, que vraiment, dans certaines matières, parce que c'est plus compliqué que le sable, vous gérez le sable, oui. C'est peut-être plus compliqué. Parce qu'il y a des explosifs, il y a certaines choses qu'on fait dans ces chantiers de carrière, qui sont très, très, très techniques et très dangereux, n'est-ce pas, pour la population. Qui doit gérer quoi? Est-ce que ces maires peuvent gérer les explosifs, par exemple? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il a la technicité pour gérer l'utilisation des explosifs dans les carrières? S'il vous plaît, Jean-Robert Wafo, permettez. Vous avez chassé le militaire de SDF. Vous avez chassé le militaire de SDF. C'est quoi ça? Non, soyez honnête. Est-ce que moi je parlais? Soyez honnête, il ne faut pas. Ah bon? Oui. Donc, le maire de Njombe peut gérer. Ok, je ne savais pas qui c'est pour aussi gérer les explosifs. Parce que quand on parle de gestion de cette affaire minière, il y a plusieurs étapes.
il y a plusieurs niveaux. C'est cette précision que moi j'attends du ministre. Et moi, je suis parmi ceux qui ont toujours dit, c'est un problème, n'est-ce pas, de faire sortir certains textes sans vouloir exprimer, n'est-ce pas, l'intention du législateur. Parce que ce décret d'application que nous demandons là, c'est en fait les intentions du législateur qu'on veut, n'est-ce pas, en disant que voilà ce que le législateur voulait en telle ou telle matière. Bref, ce n'est que ça le problème. Je vous dis qu'on va toujours esquiver ces mots, mais ce problème c'est la gestion. Oui. Qui va gérer quoi? Et ça qu'on doit clarifier. Je suis d'accord avec le maire Ndjombe qu'il faut imposer, n'est-ce pas, l'indépendance des maires. Oui. Et c'est en se comportant de cette façon qui est bien. Mais n'oublie pas qu'en fin de compte, malgré le fait que vous voulez vous imposer, on va vous opposer, n'est-ce pas, les problèmes juridiques, les problèmes factuels. Et c'est là où nous sommes. Moi, on ne peut pas dire que c'est que le maire fait est mauvais. C'est bon. Mais il faut noter que le ministre qui est sa tutelle a estimé qu'à cause d'un certain nombre de mots utilisés dans ces textes, il faut, n'est-ce pas, qu'on fait attention. Et pour faire attention, il faut être patient et gérer ça de façon modérée. Ce n'est pas un conflit, ce n'est pas une guerre, mais ça va arriver à une consultation entre, n'est-ce pas, les gens qui ont appelé, n'est-ce pas, de gérer les choses, gérer les biens communs de notre pays. Okay. En fin de compte, ça va arriver à ça. Mais pour le moment, tant qu'il n'y a pas cette consultation, le ministre a demandé, patientez-vous, on va voir ce qu'on va faire avec le temps. Ok. Mon côté, lorsqu'on écoute attentivement Signor Barista, il fait une différence entre carrière de Pouzolan, de Ndjombe Penja, et ce que vous avez, le maire Wafo et vous avez parlé de carrière de sable. Ça ne peut pas être la même chose. Pour la Pouzolan de Ndjombe, il faut être extrêmement prudent. Il peut y avoir autre chose. À moins que je ne sois un peu, je vais dire que je n'ai pas de connaissances assez larges dans le domaine. Il ne me semble pas que dans les carrières de Pouzolan, il y a nécessité d'utilisation des explosifs. Non, il ne me semble pas. Les explosifs s'utilisent dans des carrières de pierre. Les carrières de Pouzolan, j'en sais un peu quelque chose. Il n'y a pas nécessité d'utilisation des explosifs. Dans les carrières de pierre, oui, granit et autres, on utilise les explosifs. Et même si c'était le cas, même dans les carrières, n'est-ce pas, dans les carrières de pierre, la gestion, l'utilisation des explosifs est réglementée. Et même leur conservation. C'est-à-dire que lorsque vous ne conservez pas les explosifs chez vous, donc c'est assez réglementé. Et donc on ne peut pas brandir cela comme un argument pour refuser ou alors pour soustraire, n'est-ce pas, une compétence à, je vais dire, à une... Merci Edmond, c'est l'heure du journal. Bonsoir Cédric, bienvenue une fois de plus. Dans un instant, le 20h. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons du déroulement des premières épreuves du baccalauréat. Vous verrez dans le journal de 20h comment certains candidats ont composé dans la pénombre, faute d'éclairage suffisant dans certaines salles d'examen, notamment à Yaoundé. Pendant ce temps, des candidats au First Living Certificate sont arrivés pratiquement sans masque de protection contre la Covid-19 dans certains autres sous-centres d'examen du côté de Yaoundé. Et dans l'arrière-pays, l'épineuse question de la mobilité a exaspéré les parents d'élèves accompagnant leur progéniture dans les différents sous-centres d'examen du côté du monde rural. Et vous verrez également dans le journal de 20h comment il y a eu une importante surveillance militaire à la frontière entre le département de la Menoie et les régions du nord-ouest et du sud-ouest en guerre. Présence militaire afin de dissuader toute éventuelle attaque. En ce jour d'examen, nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir ce nouveau bras de fer entre le MRC et le RDPC sur l'épineuse question de l'organisation des élections régionales avant la résolution de la crise anglophone et la réforme consensuelle du système électoral. Le professeur Maurice Kamto met en garde le gouvernement et dans les rangs du RDPC, le secrétaire national à la communication, le professeur Jacques Famdongo, réagit. Nous évoquerons cette bataille épistolaire dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir, Serge Alain, le contexte de préparation du budget 2021. Parmi les priorités du gouvernement figure
la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, mais les stratégies de mobilisation des recettes fiscales et d'implémentation de ce budget en 2021 sont-elles de nature à rassurer les acteurs économiques? Élément de réponse dans quelques instants. Sajala. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le 20h le plus attendu de la planète, c'est le 20h de Cédric Noufelé. Tout de suite après, ce sera Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités, Edmond Kouyaté, Isaac Essam, Signor Barista H. Julius et le maire Jean-Robert Wafo. Sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie du maire Jean-Robert Wafo, Edmond Kouyaté, Dr Isaac Essam et Signor Barista H. Julius. Signor Barista, le général Cavalère et ses hommes, 15 séparatistes neutralisés, des engins explosifs, des armes à feu et du matériel roulant, c'est que du bétail, saisis. Alors que depuis quelque temps, on parle de rapprochement. Comment comprendre que sur le terrain, les armes continuent de crépiter? C'est parce que nous sommes en train de constater de plus en plus que les gens dits sécessionnistes ou séparatistes ne sont plus au Cameroun. Ils sont plus à l'extérieur. Et ceux qui sont sur le terrain, donc Ground Zero, ne sont que des bandits. Parce qu'ils sont là seulement pour arnaquer la population, pour menacer la population, pour enlever, pour rançon, ainsi de suite. Ils ne sont pas là. Parce que lorsque on vous parle de sécession, ça veut dire que vous voulez diviser un pays. Mais à partir du moment où vous ne protégez pas une frontière, vous ne gérez pas un bureau, vous ne gérez pas la zone que vous dites vous appartient, vous êtes là en train d'arnaquer la population, vous ne les laissez pas, n'est-ce pas, enterrer leurs morts, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes encore des séparatistes ou sécessionnistes? Moi, je pense qu'il faut qu'on félicite, n'est-ce pas, le général K de ce bon travail qu'il est en train de le faire pour le peuple, n'est-ce pas, dans le Nozo, surtout dans le nord-ouest, parce que, on ne va pas mentir, à un moment donné, c'était impossible de vivre là-bas. Mais pour le moment, on constate de plus en plus que le calme est en train de venir, parce que ces soi-disant bandits, qui ne sont ni sécessionnistes, séparatistes, sont en train d'être mis en état, n'est-ce pas, ils ne peuvent plus nuire à la population. Et nous sommes très contents, il faut qu'on félicite. Mais ce n'est pas la première fois, ça veut dire que ça se renouvelle là. Non, je pense que les mesures que l'État a pris, a fait de telle sorte que ces soi-disant séparatistes ou sécessionnistes n'existent plus. Et donc, ceux qui tiennent les armes ne tiennent pas ces armes à cause d'un idiot, à cause des idiots, n'est-ce pas, abus politiques ou séparatistes. Ils tiennent les armes pour autre chose, pour chercher de l'argent. Or, on sait que lorsque vous êtes dans une rébellion, c'est parce qu'il y a des idées que vous êtes en train de vouloir défendre jusqu'au bout. Mais, c'est pour cette raison que nous estimons qu'avec les mesures que l'État est en train de prendre, créer le dialogue, nommer un premier ministre pragmatique, faire le code de décentralisation, ouvre cette communauté DDR pour habiliter, n'est-ce pas, ceux qui sont prêts de revenir dans la société. Je pense que toutes ces mesures, vraiment, a fait de telle sorte que beaucoup de gens sont devenus à la bonne raison. Quid Peut-être ils ont du raison, statut, mais pas à la bonne raison. quid du statut spécial? Le problème avec le statut spécial, c'est déjà donné, mais nous attendons tous impatiemment l'habillement de ce statut. Parce que... Beaucoup disent que c'est very empty. Oui, en lisant le code, on attend des mesures qui doivent être prises par le Premier ministre. Je pense que le Premier ministre n'est pas en train de faire tout pour que ça sorte dans les meilleurs délais. Mais il faut aussi noter que pour pratiquer ces statuts spéciaux, il faut que les acteurs aussi soient mis en place. Pour le moment, la région n'est pas encore mise en place. Ouais. Donc c'est difficile, n'est-ce pas, de parler, d'élaborer complètement sur les statuts spéciaux sans ces acteurs. Donc nous attendons les régions. Ok. Les régions, vous avez suivi, il y a un combat, on ne doit pas organiser des élections alors que le nord-ouest et le sud-ouest ne sont pas pacifiés. À suivre le signor Barista Achou, les régionales arrivent à grands pas. Et les armes continuent de crépiter là-bas.
Oui, Serge Alain, ça nous renvoie au débat de tout à l'heure sur la décentralisation. Oui. Il faut déjà dire que la nécessité de la décentralisation s'impose à partir du moment où la faillite de l'État central est constatée pour, n'est-ce pas, la mise en place de véritables projets de développement, je vais dire, dans les communes d'arrondissement et autres. Alors, aussi bien les collectivités décentralisées que les régions, il y a aujourd'hui un besoin urgent de faire en sorte que les populations qui aient une certaine autonomie pour permettre aux gens de concevoir de véritables projets de développement par rapport à leur région en surfant sur les atouts naturels qu'ils ont. C'est de ça qu'on parle. On a pris par exemple tout à l'heure le cas de Njombe Pendia où oui. le maire a maille à partir avec certaines administrations et il n'arrive pas à faire usage, n'est-ce pas, par exemple de ces gisements de pozzolan dont la ville est dotée, dont la communauté est dotée pour pouvoir, n'est-ce pas, activer un levier de développement. C'est à tort. On devrait aujourd'hui faire en sorte que ces communautés, n'est-ce pas, cessent d'être des communautés de consommation. Parce que le maire, Robert Wafo, parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, de la distribution des ressources ou qui se limite à 3%. Même si constitutionnellement c'est acté à 15%, ça se limite à 3%. C'est archi faible pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, à une communauté de pouvoir se développer. Et donc, si aujourd'hui, on permet à ces collectivités décentralisées de cesser d'être, n'est-ce pas, des communes de consommation, attendre les petites perdièmes, les petits prélèvements que l'État leur donne pour être de véritables moteurs de développement en concevant des projets de développement et en surfant sur les atouts naturels, eh bien, on prendra en compte cette fois-ci les aspirations des peuples, c'est-à-dire s'auto-gérer, pouvoir manager ce que la nature leur a donné et pouvoir en ajouter, créer des valeurs ajoutées. Je veux prendre par ici, on ne s'en tient qu'au cas de Njombe Pendia. Si vous calculez la quantité de pozzolan qui sort de ce côté-là, et vous voyez la manne financière qui s'y dégage, je pense que le maire là-bas pourrait véritablement donner une autre allure, n'est-ce pas, à la ville et permettre aux populations de pouvoir jouir véritablement de cette manne-là. Et donc, tant que ça ne se passe pas comme ça, on a fort à craindre, n'est-ce pas, que tout ce qui sort de ces régions-là passe dans les escarcelles de la mafia et on va continuer de crier la pauvreté, la misère qui sont galopantes, la déshérence des jeunes. Parce que il faut dire que si aujourd'hui on transforme ces comités en véritables centres d'opération économique, ça va réduire l'emploi, ça va réduire ça va créer de l'emploi et réduire considérablement le taux de chômage et empêcher, n'est-ce pas, cette tendance à migrer, n'est-ce pas, à faire de l'exode. Et sur la situation au nord-ouest actuellement, on a parlé de... Signor Barista a dit que on ne parle plus des séparatistes, mais c'est le grand banditisme qui a pris corps. J'ai tendance à valider ce qu'il dit. Parce que, voyez-vous, lorsque vous prenez des armes, déjà que je le condamne avec la dernière énergie, ouais, je suis républicain, moi. Et donc, accepter que les gens veuillent encore saucissonner l'État en micro, je ne sais pas trop quoi, pour moi, ça ne passe pas. Et donc, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression, si on demande aux gens, en dehors du mot séparatiste, si on enlève le mot séparatiste, si on demande aux gens quel est le socle idéologique qui sous-tend ce combat, on ne sait pas. Il est piloté où et comment? Quel est le document stratégique que ces gens ont? Parce que si je suis de cette zone-là, c'est la question que je suis en droit de poser à ces gens. Quel est le socle idéologique qui sous-tend? En dehors, si on enlève le mot séparation, qu'est-ce que vous nous proposez? Est-ce que vous avez un modèle économique que vous nous proposez? Est-ce que vous avez un modèle politique? Si tant il est qu'aujourd'hui, si demain matin on se réveille et on dit oui, la séparation est actée, est-ce que vous avez un modèle politique que vous avez proposé aux populations? Est-ce que vous avez un modèle économique? Est-ce que vous avez une architecture politico-idéologique qui peut permettre aux gens aujourd'hui de dire que oui, nous adhérons à ce concept parce que à travers au moins ce projet-là, nous voyons qu'on peut avoir des lendemains meilleurs. Ça n'existe pas. Et donc, du coup, on est en droit de croire que ce qui se passe au nord-ouest et au sud-est aujourd'hui, c'est un groupe de larcins qui ont trouvé, n'est-ce pas, un moyen de se faire de l'argent facile à travers le canon. C'est-à-dire, ils rançonnent, ils harcèlent, ils violent, ils volent, ils pillent, et tout ça sous le fallacieux prétexte de défendre une idée de séparation. Ça ne marche pas, et j'encourage, même si je pense
que la solution ne doit pas être militaire, mais une solution négociée. Mais je pense qu'il faudrait, n'est-ce pas, encourager ces hommes et ces femmes qui chaque jour, n'est-ce pas, donnent de leur vie et de leur sang. Je parle là de l'armée camerounaise. Je les encourage à continuer à maintenir, n'est-ce pas, l'ordre. Mais je dis bien, je pense que la solution n'est pas forcément militaire, elle doit être négociée. Et c'est pour ça que nous avons toujours encouragé le cessez-le-feu et la mise en place d'un véritable dialogue inclusif pour pouvoir sortir de cette situation. Voilà, le temps nous prend par la gorge. Je pouvais interroger le maire Wafo et le docteur Isaac Essam sur, vous avez vu, les employés de Camerco à venir en Pointillé. Vous les comprenez? Oui, d'abord, permettez-moi, n'est-ce pas... oui, rapidement. Oui, rapidement. C'est clair, que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est d'abord une crise politique. Dans une crise politique, on ne répond pas des solutions politiques. C'est clair, dès que ce conflit a commencé, je prends toujours à témoin Cédric Noufélé, le 1er octobre 2016, j'étais sur le plateau de droit de réponse, donc des gens manifestaient avec l'arbre de la paix. J'avais dit que tel que ça va là, s'il n'y a pas une solution négociée de façon rapide, on risque d'avoir une circulation incontrôlée des armes à feu, des mercenaires qui vont s'y des bandes armées, etc., etc. Bon, maintenant, tout le monde souhaite que la paix revienne. C'est tout à fait normal. Je ne suis pas d'accord pour que le pays soit donc partitionné, soit donc qu'il y ait une balkanisation, n'est-ce pas, de ce pays. Je ne suis pas d'accord. Nous sommes tous Camerounais. Et bon, l'armée fait son travail. Bon, c'est vrai que dans chaque corps de métier, il y a des brebis galeuses. Mais bon, on a donc vivement que, n'est-ce pas, ce désarmement, n'est-ce pas, de ces bandes armées qui n'ont rien à voir avec, n'est-ce pas, une quelconque idéologie républicaine, vivement que ce soit, donc, qu'il soit mis fin à cela. Okay. Maintenant, pour Camerco, bon, c'est un désastre, parce que, voyez-vous, chaque fois qu'un citoyen perd son emploi, c'est un désastre pour toute une famille, ainsi que pour l'ensemble, n'est-ce pas, de notre communauté. Donc, c'est un drame insoutenable qu'ils sont en train de vivre, mais ce drame, n'est-ce pas, est le résultat de l'autisme et de la condescendance, n'est-ce pas, de ceux qui refusent d'écouter, donc des voix contraires, n'est-ce pas. Camerco, c'est 200 milliards engloutis pour rien. Les subventions que l'État accordait à Camerco, c'est plus de 200 milliards. Imaginez, avec ces 200 milliards, on aurait pu faire beaucoup de choses en termes d'école. 15 milliards de dettes. 15 milliards de dettes. J'ai dit, il y a 200 milliards qu'on a encore. Imaginez le nombre d'écoles, le nombre d'hôpitaux qu'on aurait pu construire. Et puis, bon, voilà, on dit c'est la privatisation. On aurait dû le faire un peu plus tôt, parce qu'aujourd'hui, c'est les grands heures, donc les gens... Mais écoutez, d'abord, il faudrait qu'il y ait un véritable projet. Il faudrait d'abord qu'il y ait, comment on appelle ça, qu'il y ait un business plan clair qui corresponde, n'est-ce pas, aux normes internationales en matière d'aviation civile. Quand vous voulez créer une compagnie aérienne, il faudrait également des hommes. Il faudrait, comment je peux dire, que l'ENAM, ceux qui partent de l'ENAM pour venir gérer les compagnies aériennes, il faut cesser ça. Parce que l'ENAM, c'est-à-dire que les administrateurs civils ont été formés pour le commandement. La preuve, c'est que quand il n'y a pas que l'administration générale à l'ENAM. C'est que quand on les... Mais regardez bien, quand on les installe, qu'ils soient préfets ou la régie financière, il y a les impôts. On leur dit prenez le commandement. Le trésor, ils sont des brillants. Écoutez, non, prenez le privé, que les gens qui ont fait leur preuve dans le privé, qui puissent gérer cette structure. Parce que, voyez-vous, je vais prendre un exemple simple, c'est-à-dire que, imaginons un peu que Boeing décide de nous donner 200 avions. On nous a fait cadeau d'un MA60. On dit 200 avions, Boeing dit, le Cameroun, je vous offre 200 avions. On va les parquer où? On a donné un. Une compagnie aérienne, l'aviation civile, ce n'est pas que la compagnie aérienne. Oui. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a les infrastructures routières, il y a le tourisme qui booste, n'est-ce pas, une compagnie, tout ça. Donc, je dis, il faudrait, on a ouvert le capital, ce n'est pas une mauvaise chose, mais comme on aurait souhaité que ce soit une compagnie nationale, si elle avait été bien gérée, et que, justement, que l'État puisse laisser, n'est-ce pas, les nouveaux acquéreurs piloter comme ils le veulent. Docteur Isaac Essam, on va sortir avec vous.
Je pense Camerco et ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, surtout au nord-ouest, avec l'action des hommes du général Cavalère. Dans les deux cas, il nous faut le patriotisme institutionnel. Il faut que nous aimions nos institutions. Il nous faut aussi le patriotisme sociologique. Il faut qu'on s'aime les uns les autres dans ce pays. L'armée est en train d'aller de victoire en victoire, mais l'essentiel, c'est de revenir à la paix. Et la paix véritable, effective et durable passe par la négociation. Ça, c'est durable. Pour ceux qui vont peut-être perdre leurs emplois et autres, j'ai dit, si nous gérons bien notre quotidien, nos institutions, publiques et privées, il y aura moins de problèmes. Donc, il y a un management efficace qu'il faut mettre sur pied. Et je pense que si on applique, par exemple, ce que nous appelons à l'université, le GPS aujourd'hui, ça pourra aller. Générosité, partage et solidarité. Si vous voulez réussir cela, vous devez bien gérer pour pouvoir être en mesure d'offrir aux autres l'épanouissement. Or, si vous ne pouvez pas le faire, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des problèmes au quotidien. Voilà. Barista, un mot sur Camer? Oui, surtout les employés que vous avez vus là. Oui, j'ai vraiment... Déjà, certains sont en chômage technique déjà. Effectivement, c'est pas normal, n'est-ce pas? Comme lorsqu'ils vont perdre les emplois à cause de la mauvaise gestion de la Camerco. Mais je pense que non, ce n'est pas encore dit qu'ils vont perdre. Non, mais lorsqu'une société, n'est-ce pas, tombe en faillite, cela va sans dire. Il se pose un problème de gestion. Mais qu'à cela ne tienne, l'État est en train de prendre les mesures, n'est-ce pas, pour faire vivre cette société qui a été toujours la fierté des Camerounais. Et cette société ne doit pas tomber. Il ne doit même pas. L'État doit tout faire. Et nous, les Camerounais, on doit y participer parce que, comme le capital est ouvert avec secrétaire pour ça, oui, il y a des richissimes au Cameroun qui peuvent mettre cet argent. Tout à fait. Il reste toujours Camerounais. C'est de ça que l'État veut. Il faut faire appel à ces gens de venir investir. Okay. Mais pour terminer, je vais dire ceci. La décentralisation au Cameroun, elle le fait, c'est le peuple qui a voulu. Ça a été fait. Mais il faut noter que lorsqu'on fait le peuple l'a voulu. Oui. Ça a été... Lorsqu'il y a la Constitution en 96, plus de 24 ans après. Lorsqu'il y a la décentralisation, si c'est le peuple qui a voulu. On n'a pas eu des mains assez solides, n'est-ce pas, pour asseoir les autorités. Mais voilà, pour les Riking qui est en train de... J'ai dit que c'est une bonne chose, il a fait le fait. Donc vous dites que s'il y a 10 pour les Riking au Cameroun... Il faut noter une chose. Oui. S'il y a 10 Paul Eric King au Cameroun, ça va bouger. Je n'ai pas dit ça, mais et il faudrait également que le Premier ministre pilote la décentralisation. Voilà. Il n'y a pas la décentralisation sans la déconcentration. Okay. Et c'est ça qui fait problème, qui fait conflit à l'heure plus. Non, sans la tutelle, il n'y a pas de décentralisation. Mais pas la 30 secondes, Edmond Kyoté, Camer. Le préfet et le sous-préfet sont déconcentrés. Mais la tutelle, c'est pas la hiérarchie. Je vous en prie, Edmond Kyoté, sur Camerco, rapidement, on sort par là. J'aurais souhaité avoir un peu plus de temps pour m'étendre sur la Camerco, parce que c'est des questions dont j'ai une relative maîtrise, mais je pense que l'action, même s'il faut saluer l'action du gouvernement d'ouvrir le capital de la Camerco, ça arrive un peu tard. Vous voyez, parce que lorsque vous décidez d'une opération pareille, il faudrait au moins, je vais vous dire ça très rapidement, il faudrait au moins que, en termes de privatisation ou alors d'ouverture de capital, il faudrait au moins que le ratio passif-actif soit égal ou supérieur à 50%. Merci, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir. On va revenir sur Camerco, c'est promis. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Merci à vous, Edmond. Merci à vous, Dr. Isaac Sam. Merci, monsieur le maire. Signor Barista, thank you for coming once again. Thank you very much. The first person to be here. Yeah, always on time. Always on time. Voilà. Merci, madame, monsieur. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Je vous l'ai dit. Bonsoir. Upstation, Bamenda.